l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Bienvenue dans Midi Actu, mesdames et messieurs, il est 12 h sur les antennes de la RTS2. Merci de nous rejoindre sur cette belle chaîne. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Il est le manager de Choi Group, Monsieur Abdulaziz Choi. Il est aussi accompagnateur pour les jeunes entrepreneurs. Il est l'invité du jour. Bienvenue à vous, Monsieur Choi, dans Midi Actu. Merci beaucoup, Léna. Et je salue tout le monde. Bonjour à tous. Très bien. Et nous démarrons comme tous les jeudis avec l'actualité internationale. Après la démission de Bouteflika en Algérie, le nouveau président par intérim, Abdelkader Ben Salah, promet un scrutin libre sous 90 jours. Une nomination qui, cependant, ne met pas tout le monde d'accord en Algérie. Suivons ce reportage. C'est à main levée que les parlementaires algériens ont nommé Abdelkader Ben Salah président par intérim. Une décision conforme à la Constitution en cas de démission du président et en accord avec la volonté de l'armée, souhaitant que la succession de Bouteflika se fasse dans le strict respect des lois du pays. Je suis mandaté par la loi et la Constitution pour assumer cette grande responsabilité avec l'aide de Dieu. J'espère être capable de répondre aux demandes du peuple algérien. Les manifestants algériens opposés à ce président par intérim et à tout autre proche de Bouteflika sont immédiatement descendus dans les rues. Abdelkader Ben Salah a accédé à la présidence du Conseil de la Nation 3 ans après l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. De longues années à travailler avec l'ancien président, jusqu'au jour de sa démission où il se trouve à ses côtés. L'homme de 77 ans va assurer l'intérim pendant 90 jours, période durant laquelle une élection présidentielle à laquelle il ne peut pas être candidat doit être organisée. Une situation politique en Algérie qui défraie la chronique, mais aujourd'hui donc Ben Salah, le nouveau président par intérim, promet donc un scrutin sous 90 jours, un scrutin libre. Effectivement, selon les lois de l'Algérie, Ben Salah doit assurer durant ces 90 jours afin d'organiser d'autres élections. Mais il y a la population algérienne qui dit non à cela. Et ce qu'ils veulent, c'est supprimer le système à 100% et mettre quelqu'un en attendant de chercher d'autres personnes. Et on espère donc vivement que cette situation, en tout cas le climat social, devienne plus apaisé dans les prochains jours. Parce que quand même, il y a pas mal de tensions en Algérie en ce moment. Restons positifs et peut-être ce sera beaucoup plus stable d'ici une semaine, 2 semaines, en attendant les prochaines élections, Inch'Allah. Tout à fait. Et toujours hors de chez nous, au Royaume-Uni, le débat autour du Brexit continue. Il semblerait d'ailleurs qu'on s'achemine vers un report jusqu'aux élections européennes. Selon la Cour européenne, le Royaume-Uni peut donc décider de renoncer à quitter l'Union européenne sans l'aval des autres États. Suivons ce reportage de nos confrères. Nouvelle journée marathon pour Theresa May. La première ministre britannique a rencontré ce mardi la chancelière allemande Angela Merkel pour la convaincre de soutenir sa nouvelle demande de report du Brexit lors du sommet européen de ce mercredi. Initialement prévu le 29 mars, le Brexit a déjà été repoussé au 12 avril. Mais l'accord de divorce négocié entre Londres et Bruxelles a été rejeté à 3 reprises par les députés britanniques. La première ministre souhaite donc décaler le Brexit au 30 juin. Pour Bruxelles, l'accord de cette extension dépend du plan qu'exposera Theresa May.
c'est à elle d'indiquer la feuille de route. Et l'élément important, dont nous espérons qu'il sera porteur d'un progrès vers une majorité à la Chambre des communes, une nouvelle majorité, c'est la discussion avec le Parti travailliste. La longueur d'extension, ça doit être lié à l'objet. Pourquoi faire? Après Berlin, Theresa May rencontrera Emmanuel Macron à Paris dans l'après-midi. Pour obtenir une nouvelle extension du délai, elle aura besoin de l'aval des 27 ce mercredi à Bruxelles. Une autre forte actualité, donc toujours hors de chez nous, et on a appris il y a quelques heures que finalement le Brexit a été reporté jusqu'au 31 octobre 2019. Est-ce que vous suivez cette actualité? Effectivement, oui. Hier, ils se sont tenus la nuit du mercredi jusqu'au aujourd'hui à 1h du matin. Ils ont pu caler une date d'ici 31 octobre pour sortir, pour donner... pour pouvoir se pencher sur, voilà, pour pouvoir sur, se pencher sur le sujet et donner la chance à la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne. Oui, on voit ici qu'il y a quand même cette cohésion, parce qu'on parle de l'Union européenne, que oui, on a souligné quand même que le Royaume-Uni peut sortir de l'Union européenne sans l'aval des autres États, mais on demande quand même cette concertation. On a vu Merkel se présenter là-bas, on a quand même sollicité l'avis de Bruxelles aussi. Il y a quand même cette cohésion au sein de l'Union européenne qui nous manque peut-être nous en Afrique avec l'Union africaine. Oui, effectivement, il y a, vous voyez, l'Union européenne, c'est plus de 27 pays qui sont concertés pour faire cette union. Et sortir de l'Union européenne ne doit pas se faire en une seule journée. Ça demande de prendre du temps, voir les conséquences, régler les problèmes qui pourraient avoir après cette Brexit et tout ça. Voilà. Et nous poursuivons toujours l'actualité dans Midi Actu, c'est juste après ceci. La journée mondiale de la maladie de Parkinson, donc célébrée ce 11 avril 2019, 1,5% de la population mondiale de plus de 65 ans serait donc touchée par cette maladie dégénérative. La cause précise de cette affection reste aujourd'hui inconnue. Suivons ce que c'est donc cette maladie. L'encéphale est composé de matière grise et de matière blanche contenant des millions de cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses ou neurones communiquent par l'intermédiaire de la libération de substances chimiques dénommées neurotransmetteurs. Lorsqu'un neurone est stimulé, il libère un neurotransmetteur et il traverse une brèche dénommée synapse. Il se lie ensuite à un récepteur sur un autre neurone, transmettant ainsi un signal. La maladie de Parkinson est une dégénérescence de la zone de l'encéphale responsable des mouvements musculaires, en particulier des neurones pigmentés situés dans le locus niger à l'intérieur du mésencéphale. La destruction de ces neurones entraîne une insuffisance de sécrétion de la dopamine, un type de neurotransmetteur. En conséquence, les nerfs dans cette zone ne peuvent envoyer leur signal à d'autres nerfs afin de diriger des mouvements corporels spécifiques. Il s'ensuit des tremblements corporels, une lenteur des mouvements, une hypertonie et des problèmes d'équilibre. Une maladie qui existe encore aujourd'hui et pour laquelle on ne trouve pas la cause vraiment effective. Et aujourd'hui, donc 11 avril, une journée mondiale dédiée à la maladie de Parkinson, certainement pour mieux se pencher là-dessus et pourquoi pas sensibiliser. Bon, d'abord, je profite de cette occasion pour rendre hommage à Mohamed Ali qui est mort à cause de cette maladie et sensibiliser aussi les gens de faire attention de ce qu'ils consomment parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi la cause. Et lancer un appel aux jeunes pour qu'ils fassent attention aux drogues qu'ils utilisent et les cigarettes, etc. Et surtout privilégier les bilans de santé chaque année au Effectivement, et le faire même si chaque 6 mois. Tout à fait. Et nous passons à la chronique culture du jour. Abdoulaye Diop, c'est le nom du nouveau ministre de la Culture et de la Communication dans ce nouveau gouvernement, donc mis en place par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Et c'est tout de suite Maïmounassi qui nous dresse son portrait.
Abdoulaye Diop, une nouvelle tête au département de la culture et de la communication du Sénégal. Changement intervenu à la suite du récent remaniement du gouvernement de Mohamed Abdallah Dionne. Le ministre Abdoulaye Diop remplace Abdoulatif Coulibaly qui occupait le département depuis septembre 2017. Il était jusque-là ministre en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Il a été également directeur général du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs. De nouveaux chantiers attendent ainsi le tout nouveau ministre de la Culture et de la Communication, à savoir l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste, la rémunération sur la copie privée, entre autres. L'actuel maire de Sédhiou hérite ainsi de plusieurs autres dossiers dans le département de la communication. Le plus urgent, celui relatif au nouveau code de la presse. Le projet de loi a été voté par l'Assemblée nationale. Il reste maintenant les décrets d'application. Alors, est-ce que vous suivez un peu tout ce qui est culture? Effectivement, oui. Et qu'est-ce que vous faites à travers ça? Est-ce que vous visitez les musées, les expositions? Comment ça se passe? Bon, j'aime bien visiter les musées. D'ailleurs, je l'ai fait il y a moins de 15 jours au musée qui a été ouvert pas longtemps. Le musée des civilisations noires. Musée des civilisations noires. Et je profite de cette occasion pour remercier les gens qui ont eu à travailler pour amener nos outils qui ont été pris par les Européens occidentaux, etc. Voilà. Donc vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous accompagnez beaucoup les jeunes entrepreneurs. Effectivement. Est-ce qu'il y en a qui entreprennent notamment dans le secteur de la culture? Effectivement, on y trouve beaucoup de jeunes qui travaillent, qui entreprennent dans ce domaine, surtout les jeunes venant de la Casamance et aussi venant du sud du Sénégal. En général, on y trouve beaucoup de jeunes qui sont dans ce milieu, côté musique et artist peintre. Très bien, nous passons à la chronique entrepreneuriat de ce jeudi. Pour bien entreprendre, il faut avoir certaines aptitudes personnelles permettant de nous démarquer, notamment de nos concurrents. Et les entrepreneurs sont alors parfois obligés de suivre justement des cours de développement personnel pour pouvoir mieux appréhender ce secteur de l'entrepreneuriat, suivant les explications un peu de Mame Cheikh Ndiaye. Il est formateur en communication et en entrepreneuriat. Se renvoie au savoir-faire, aux compétences qu'on a, mais ça ne suffit pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Au-delà de la créativité, etc., il faut surtout développer ce qu'on appelle les soft skills. Donc, il y en a même qui disent que l'imagination, la créativité rentrent dans le domaine des soft skills, mais il y a plusieurs aptitudes qui sont développées, et il y en a pas mal, mais les plus essentielles, surtout dans un pays comme le Sénégal, c'est le fait d'améliorer sa communication. Donc, il faut savoir bien communiquer, parler bien, parler en public, savoir faire de bons pitchs, savoir défendre son projet, c'est essentiel. La seconde chose relève du fait qu'au-delà de la communication, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi passe par l'incarnation d'une volonté absolue, du fait de croire réellement à ce qu'on fait. Quand on parle de volonté, on parle de courage, on parle d'abnégation, donc de savoir faire des sacrifices, on parle aussi de détermination. Donc, sans ces éléments, on ne peut pas évoluer. Donc, ce sont les plus essentiels parce que sans volonté, par exemple, on ne pourra pas faire face aux obstacles alors que l'entrepreneuriat, c'est en quelque sorte une aventure. On est tout le temps confronté à des obstacles qu'il faut franchir. Il faut avoir confiance en soi, mais aussi à des personnes avec qui on va communiquer, soit une communication interpersonnelle ou des personnes qui sont là pour financer un projet, par exemple, des investisseurs, etc., et qui méritent quand même qu'on fasse une excellente présentation, un bon pitch pour qu'ils puissent être convaincus. Merci beaucoup donc à Mame Cheikh Ndiaye, que je rappelle que vous pourrez retrouver sur ce plateau de Midi Actu comme tous les lundis. Donc Monsieur Choi, on a vu ces explications de notre consultant ici à la RTS2, Monsieur Mame Cheikh Ndiaye. Donc souvent on voit parfois des jeunes qui ont de bons projets. Mais malheureusement, quand ils doivent présenter ce projet pour obtenir un financement ou même ne serait-ce que l'expliquer correctement, ils ont du mal. Et quel est justement l'intérêt de pouvoir avoir ces aptitudes personnelles, ces soft skills pour bien entreprendre? Merci beaucoup. Vous savez, le développement personnel, c'est savoir s'améliorer en soi, permettre d'avoir ou bien de gagner plus
en expérience via des formations, via des livres par rapport à son domaine. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, il y a des jeunes qui ont d'excellents projets qui veulent des fois des financements. En général, ils ont des problèmes dans ce domaine. Comment présenter leurs projets, comment attirer plus de personnes pour qu'ils puissent investir dans leur business, pour leur permettre d'avancer et de bénéficier de certains financements auprès des investisseurs, etc. Maintenant, le développement personnel, c'est un sujet que les gens, des fois au Sénégal, ou bien même dans le monde, il y a eu des reportages qui ont été faits qui décrédibilisent le développement personnel comme quelque chose de néfaste. Alors que le développement personnel, c'est quelque chose qui permet à toute personne, au-delà de l'entrepreneur, de savoir se développer, de développer des compétences dans la vie courante, effectivement, développer plus d'aptitudes professionnelles de ce qui peut leur permettre d'avancer plus rapidement dans leurs affaires. Donc tout de suite, il l'a dit dans cet extrait, comme quoi il faut avoir confiance en soi, avoir cette volonté. Donc je pense que c'est important dans ces soft skills de parler de ce qui est du mindset, donc de l'état d'esprit même de l'entrepreneur. Parce que parfois vous avez un bon projet, vous avez envie de le propulser, de le promouvoir, mais ne serait-ce que votre entourage va vous dire « Ah non, est-ce que ça va aboutir ?» et vous perdez espoir. Est-ce que ça, c'est des attitudes à avoir en tant qu'entrepreneur? Vous savez, des fois, confiance en soi, des fois, rime avec les compétences. On peut avoir des compétences en général, par exemple, dans le domaine informatique, en développement web ou bien programmation de manière générale, sans pour autant aussi avoir des compétences en communication. Maintenant, cette manque de compétences en communication peut être un facteur dérangeant dans votre plan. Il faut maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Aller se former, ce qu'on appelle le développement personnel, le développement en soi dans ce domaine. Ce qui pourra vous permettre d'avoir des compétences en communication, des compétences en présentation, qui pourraient vous permettre d'avancer beaucoup plus ou bien de bien présenter votre projet. Et vous parliez tout de suite de la communication. Effectivement. Je pense que quand on parle d'entrepreneuriat ou alors n'importe quel autre domaine, la communication, elle est essentielle. Effectivement. Donc ici, on parle de communication sur le projet, de communication sur l'image, de la prise de parole aussi en public. Tout ça, c'est important. Pour pitcher savez, surtout. Effectivement. Dans une entreprise qui ne fait pas de vente, c'est une entreprise qui va mourir. Et c'est vrai, on peut vendre, on peut avoir des clients en avec le bouche à oreille. Mais une entreprise qui ne communique pas aussi va mourir. Parce que c'est à base de cette communication que vous allez toucher plus de prospects et à base de cette communication que vous allez transformer ces prospects en clients. Maintenant, si l'entrepreneur lui-même n'a pas ces compétences qui peuvent lui permettre de communiquer par rapport à son produit, ou bien de communiquer par rapport à son service, ou bien de communiquer par rapport à son projet pour faire avancer les choses, là, il y aura de réels problèmes. Est-ce que, par exemple, pour un entrepreneur qui a du mal à s'exprimer ou quoi, et qui a vraiment de bonnes compétences dans le domaine professionnel ou de l'entrepreneuriat pour un projet bien précis, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, pour ne pas tuer ce projet, de s'associer à une personne qui est beaucoup plus à l'aise, en tout cas par rapport à la communication? Mais souvent, les jeunes, ils ont envie, pour leur projet, d'y aller seuls, quoi. Moi, je dis oui d'un côté et aussi non de l'autre côté. Avoir des associés juste pour des choses qui peuvent être développées dans le temps, là, c'est une chose qui peut aussi... Parce que ce n'est pas pour rien aussi ça peut être un facteur bloquant pour le développement de l'entreprise aussi. Oui, mais ce n'est pas pour rien qu'on a des postes de chargé de communication ou de porte-parole. On peut l'avoir. Vous savez, là, on peut développer une entreprise. On peut prendre l'exemple de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, dans ses débuts. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder ses premières interviews. Ça n'a pas fonctionné. Mais n'empêche, il a été développé par des professionnels. Il a su engager des personnes qui peuvent l'aider dans ce domaine. Maintenant, dans une entreprise aussi, c'est vrai, il y en a de ces compétences, si tu ne l'as pas,
tu peux aussi chercher des personnes de l'intérieur pour qu'ils puissent vous aider dans ce domaine aussi. Donc, parce que, oui, on entend souvent parler de coach en développement personnel. Effectivement. Mais comment est-ce que ça se passe? Parce que souvent, c'est des personnes qui sont sorties d'une école de communication ou quoi, qui s'auto-appellent, en tout cas, entre guillemets, coach. Mais est-ce qu'ici, au Sénégal, par exemple, on a une école d'où l'on sort avec le titre de coach? Parce qu'il me semble que tout le monde est coach maintenant. Actuellement, tout le monde s'autoproclame coach. Même quand vous parlez de l'entrepreneuriat, les gens, ou bien vous parlez de communication, vous parlez de développement personnel, les gens vous disent que vous êtes coach. Ça m'arrive des fois que les gens m'appellent coach ou bien professeur, je leur dis que je ne suis pas du tout un coach. Je ne fais que partager ce que je connais dans ce domaine. Je ne suis pas un coach. Maintenant, les gens ont tendance à se dire coach alors qu'ils n'ont pas des diplômes dans ce domaine. On peut prendre l'exemple des Sénégalais qui sont certifiés coach, mais ils ont été formés au Canada. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. Et ils sont là. Vous pouvez leur approcher pour qu'ils vous aident. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin si on n'a pas ces coachs? Il faut savoir bien s'entourer. Peut-être si vous ne pouvez pas le faire physiquement dans le monde réel, vous pouvez le faire virtuellement. On peut trouver des coachs sur le web, des coachs certifiés qui peuvent vous aider via des vidéos ou bien acheter même des livres qui peuvent vous aider à avancer beaucoup plus rapidement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites par rapport aux livres? Parce que quand on est face à un coach qui nous observe comment on communique, il peut nous corriger. Alors qu'avec les livres, parce que je veux dire, le livre, il n'est pas personnel, quoi. C'est un livre qu'on diffuse pour le large public. Ce qui est valable pour vous peut ne pas être valable pour vous. Mais la personne doit d'abord connaître ses défauts et ses compétences et essayer de régler ses défauts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir de l'argent pour se faire payer un coach. Parce que pour moi, quand je dis qu'il n'y a pas réellement de coach au Sénégal, parce que l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Le coach doit vous suivre pour moi, doit vous suivre périodiquement, chaque jour, pour voir quels sont les mots que tu sors de ta bouche, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelles sont vos routines journalières. C'est à base de ça qu'il va essayer c'est comme un médecin, essayer de faire un diagnostic de vos problèmes et d'apporter une solution et vous pousser et vous booster pour que vous puissiez avoir des résultats positifs dans votre vie sociale que dans votre vie entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat, les gens pensent que c'est juste l'entreprise. Quand vous êtes entrepreneur, vos amis sont dedans de manière directe ou indirecte, vos parents ou bien la famille est dedans de manière directe ou indirecte. Donc, il faudra que le coach puisse vous suivre dans votre vie, à la fois professionnelle et sociale, pour vous aider à avoir cette mindset d'entrepreneuriat. D'accord. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de coach vrai ici au Sénégal. Tout à fait. Et pour en revenir donc aux soft skills, on parle beaucoup aussi du style vestimentaire, parce qu'il y a certaines tenues à mettre pour certaines occasions et à certains endroits. Effectivement. Les jeunes ou bien la majeure partie des gens, en général, ils se disent que l'habit ne fait pas le moine. C'est ce que disent, c'est international. Malheureusement, de nos jours, l'habit fait le moine. Ça fait le moine. Pas à 100%, mais ça peut vous aider dans votre aptitude professionnelle. Les gens peuvent vous respecter par rapport à votre style vestimentaire et par rapport aussi à vos démarches même, la manière de marcher, la manière de parler. Tout cela, toute cette panoplie de choses vous aide à avancer beaucoup plus rapidement et aussi à de gagner des images beaucoup plus, une image beaucoup plus positive par rapport au regard des autres, par rapport à votre avancement. C'est vrai que les gens ont tendance à dire, surtout dans le développement personnel, il ne faut pas se fier au regard des autres. Mais des fois, ça joue. Des fois, ça joue parce que il faut savoir connaître le regard positif et le regard négatif, le jugement positif et le jugement négatif. C'est ce qui va vous permettre de bien identifier votre problème et de chercher des solutions à ces problèmes et avancer dans votre vie, que ce soit professionnelle ou bien sociale. Très bien. Et pour terminer, on recommande souvent la pratique du sport pour le développement personnel aussi. Oui, la pratique du sport, ça vous permet aussi d'avoir un open mind chaque jour, de forger votre mindset et
vous êtes aussi à être en bonne santé aussi. Très bien. Et aussi de bien manger. Très bien. Merci beaucoup, M. Choy. Merci beaucoup. Voilà, il était donc notre invité aujourd'hui dans Midi Actu, M. Abdulaziz Choy. Il est le manager de Choy Group et c'est la fin de ce numéro de votre magazine, donc Midi Actu, qui revient bien sûr lundi à partir de 12h sur la RTS2. On se quitte comme toujours avec la météo. À très vite sur cette belle chaîne. Au revoir. Nationale, le nombre des députés